Bienvenue à toutes et à tous à cette deuxième conférence de Valisquet. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Jean-Pierre Bonan qui va évoquer un sujet passionnant qui est celui qu'il a publié sur son livre Ma Tunisie au fil de temps. C'est le livre que vous voyez sur votre écran. Donc là, voyez en double. Je pense que là, à l'envers et là, à l'endroit. Donc, Jean-Pierre Bonan est diplômé de la faculté de sciences de Paris. Il enseigna les sciences physiques en Côte d'Ivoire, forma les maîtres du Val-de-Marne, assura un cours d'histoire des sciences à l'université de Paris 7 et fut directeur adjoint du centre départemental de l'IUFM de Créteil. Il reçut le titre de chevalier de l'Ordre des Palmes académiques. Alors, merci beaucoup, Jean-Pierre, qui par ailleurs est voyageur avec Valisquet. Tu as voyagé avec nous lors de plusieurs voyages et j'étais très heureuse de recevoir les excellentes nouvelles de la parution de ton ouvrage. Et c'est donc avec autant de plaisir que je reçois donc ta conférence. Cette conférence est enregistrée, donc on aura l'occasion de la revoir par la suite si on le souhaite. Voilà, donc je te passe la parole et à la fin de la conférence, on pourra te poser des questions ou échanger. Et c'est moi qui te remercie de m'accueillir ainsi. Et juste une petite précision, ce n'est pas Paris 7 où j'ai enseigné l'histoire des sciences, mais à Paris 12 à Créteil. Voilà, c'était juste. Bien, alors ce livre, on commence par la présentation du livre, on verra après la conférence elle-même. Donc très très rapidement, ce livre comporte 19 chapitres, à peu près la moitié sont de nature historique, alors que l'autre moitié est plutôt autobiographique. Voilà. Donc la partie historique nous mène en divers points, elle nous mène en Espagne, à Livourne, et décrit bien entendu le protectorat français, et qui gérait toutes ces populations musulmanes, chrétiennes ou juives. Chaque chapitre est introduit par un poème, et comme il y a une différence entre le style oratoire et puis le style écrit, surtout quand il est poétique, je voudrais, il s'agit d'une minute ou deux, vous lire juste le premier poème. Il concerne le premier chapitre qui survole l'histoire des Juifs de Tunisie. Les déchirements et la douleur des exils, l'incertitude et l'appréhension des périls, la volonté et la sérénité de l'espérance, l'adaptation et la cessation de l'errance concernèrent les Juifs durant des siècles. Sur ces belles et convoitées rives africaines, ils traversèrent les civilisations sans haine, celles de Carthage, de Rome et de Byzance, d'Orient, d'Europe avec aise ou souffrance. Survivre fut leur attitude depuis des siècles. De terre en terre par les vaisseaux des mers, d'oasis en oasis par les caravanes du désert, ils vinrent s'établir en ce carrefour ethnique, grandir et bâtir en conservant une éthique. Mais ils en repartirent après tant de siècles. Voilà, donc cette conférence concerne les Juifs de Tunisie entre l'histoire et mémoire, et elle est organisée par l'OICA. Et j'ai placé ici sur cette première page donc la forteresse de Sousse, tout simplement parce que la ville de Sousse a accueilli la seconde communauté juive de Tunisie, la première étant à Tunis, comme nous le verrons dans la suite. Alors, ici, la carte de Tunisie sert surtout bon, pour avoir une petite idée de l'allure de ce pays, de ce territoire, et surtout pour positionner les sites où vivaient les Juifs en Tunisie. Ils vivaient essentiellement sur le littoral, à Tunis bien sûr, qui était à 20 kilomètres de Carthage, à Sousse, la seconde communauté juive, à Sfax, à Gabès, et puis à Djerba, où il y avait la plus ancienne communauté juive de Tunisie. Mais quelques Juifs vivaient aussi à l'intérieur des terres, comme à Béja ou Mateur. Pour donner une idée des chiffres,
En 1948, vivaient en Tunisie à peu près 100 000 juifs, dont 4 000 d'origine livournaise. Mais nous verrons les détails plus tard. Il m'a semblé intéressant de rappeler les appellations, les dénominations Mizraïm, Séfarad, Ashkénaz. Tout le monde parle de Séfarad et d'Ashkénaz, peu de gens parlent des Mizraïm. Les Mizraïm, ce sont les juifs orientaux qui englobent aussi les juifs de Tunisie, c'est-à-dire les juifs du Maghreb en général. Les séfarades, comme son nom l'indique, ce sont les juifs d'origine ibérique et donc toute la diaspora issue de cette péninsule. Et enfin, les Ashkénazes, ce sont les juifs d'Europe, d'Allemagne au départ, et puis vers l'Est en passant par l'Europe centrale. Nous allons nous intéresser d'abord à la diaspora séfarade, tout simplement parce que personnellement, je suis d'origine castillane, enfin mes ancêtres. Moi, je suis né à Tunis, mais mes ancêtres sont d'origine castillane, et donc je démarre là. Et vous voyez comme photo, c'est pas inintéressant, le pourtour méditerranéen tel qu'il était conçu au Moyen Âge. Sur cette carte, l'on voit la diaspora séfarade, et donc une vingtaine de mille de personnes sont mortes au cours de toute cette mouvance avant 1492. Attention. Voilà. Et une partie se convertit au catholicisme. Tous les autres migrèrent. 5 000 migrèrent vers l'Amérique, parce qu'il faut rappeler que 1492 est aussi la date de l'exploration de Christophe Colomb. 35 000 migrèrent en Europe, essentiellement en Italie, mais aussi en France du côté de Bordeaux, puisqu'à cette époque-là, la France avait exclu les Juifs et ne les recevait toujours pas. C'était plutôt des nouveaux chrétiens qui arrivaient à Bordeaux, et puis d'Amsterdam. 35 000 migrèrent au Maghreb, surtout au Maroc, puis en Algérie et en Tunisie. Et enfin, 90 000 rejoignirent le Levant ottoman, dans les villes qui sont marquées Smyrne, Salonique, Safed et bien d'autres. En tout, 235 000 juifs concernèrent cette population qui souffrit à la fin du XVe siècle, selon Isidore Loeb, qui était historien au XIXe siècle. Nous arrivons donc à Livourne, puisque une partie de cette diaspora s'est installée à Livourne. C'est de là que viennent mes ancêtres maternels. Alors, Livourne était un port franc. Il était déclaré ainsi par les grands-ducs de Toscane, les Médicis, qui donnèrent un statut à Livourne, le statut de port franc, à l'aide d'une livournine. La livournine, c'était le nom du statut en italien. Et ceci se passa en 1593. Alors, ce statut, Je demande de le faire, c'est pardon, bien. Bon. ce statut conférait une immense liberté aux personnes étrangères qui venaient s'installer à Livourne. Et il faut dire que les ducs de Médicis privilégiaient les juifs exilés. Donc ces juifs exilés purent même s'autogérer en élisant un massal, c'est-à-dire un chef, qui pouvait prendre des décisions démocratiques grâce à une assemblée. Et au sein de cette assemblée avait lieu la ballotation, c'est-à-dire un débat avec vote, et ainsi la vie était tout à fait démocratique. Livourne se nommait Legorne en anglais, et de ce nom-là dériva le nom Gorny, qui est le nom d'un juif livournais, qui donne le pluriel Gornéim. Donc ce port de Livourne connut son âge d'or au XVIIe et au XVIIIe siècle, essentiellement grâce au commerce, au négoce international. 30% des firmes d'import-export, des maisons de commerce, appartenaient aux enfants d'Israël. Et ces 30% assuraient 50% du commerce international du port de Livourne. Ainsi, ces commerçants créèrent des antennes en terre musulmane à Tunis, à Smyrne et ailleurs. Mais le succès de Livourne ne reposait pas uniquement sur les finances, mais aussi sur la culture.
À l'époque, c'était les salons culturels qui diffusaient ce patrimoine. Et il s'agissait de dépasser les traditions vers le progrès, mais aussi une approche scientifique et littéraire. Seulement, ce port de Livourne déclina à partir du XIXe siècle, puisque les forces napoléoniennes s'installèrent dans la région et l'Angleterre mit un blocus. À partir de là, il y a un déclin du port et qui se confirma par la suite avec l'unification italienne. Sur les photos, on voit les deux synagogues, l'ancienne et la nouvelle. L'ancienne, datant de 1602, fut détruite pendant la dernière guerre mondiale. Donc, c'est depuis Livourne, un certain nombre de Juifs migrèrent vers la Tunisie. Ainsi, en Tunisie, on trouva deux communautés juives, celle nommée Touansa, c'était l'autochtone. On retrouve dans Touansa la racine du mot Tunisie, et les Granas, venant de Livourne, et on retrouve là la racine du mot arabe El Gorna. El Gorna était le nom de Livourne. Mais ces communautés juives non tunisiennes, non autochtones, arrivèrent même bien avant 1880, puisque les premiers juifs arrivèrent à Tunis, les premiers juifs castillans ou autres arrivèrent à Tunis après 1492 et même après les pogroms de 1391. Bien, alors voici donc la Tunis au XVIIe siècle, avant et même un petit peu après. En rouge est entouré le centre même de la capitale, c'est-à-dire la Médina, qui est une forteresse qui date du 8e siècle avec l'arrivée des Arabes qui convertirent les Berbères à la religion musulmane. À partir de l'an 1000, au sein de cette Médina, dans la partie qui est entourée en bleu et qui porte le nom de Hara, les Juifs ont eu l'autorisation de s'y installer. Donc c'est à partir de cette époque qu'ils sont là. Puis, à partir de 1492, en gros, des Juifs ibériques s'installèrent dans la partie verte, c'est juste qu'une ruelle, qui s'appelle le Souk el Grana, de Grana, qui est le nom des Juifs livournais. Même s'ils n'étaient pas encore livournais, nous le verrons plus tard. Ici, encore une image qui donne une idée des venelles, des ruelles de cette médina. Il s'agit du Souk el Atarin. Toutes les ruelles n'étaient pas des souks, bien entendu, mais elles étaient toutes étroites et souvent couvertes. Que faisaient ou habitaient les Juifs en Tunisie? À cette époque-là, au début, les Juifs n'habitaient qu'à l'intérieur de la Médina. Les plus démunis étaient des employés de commerce ou des petits artisans, ferblantiers ou autres, et habitaient ce que l'on nommait Oukala. Oukala était un petit logement, modeste, même pauvre, qui s'ouvrait sur un patio ou une cour qui était partagé par d'autres logements de même type. Donc il n'y avait pratiquement pas d'intimité. Les moins démunis, c'est-à-dire des modestes, pouvaient être propriétaires de leur commerce ou de petites entreprises et habiter des maisons à patio, c'est-à-dire qu'ils ne partageaient pas ce patio avec d'autres. Je sais pas Bon, il y a eu un effet Larsen. Et les plus riches, qui pratiquaient l'orfèvrerie, le négoce international, ou qui pouvaient être classés parmi les dirigeants auprès du bey, que l'on nommait caïd à l'époque, habitaient des maisons bourgeoises. Et l'on voit sur le plan, mais je ne sais pas, moi, je vois des photos qui recouvrent le plan. Alors, je ne sais pas s'il se voit, mais je le décris. Ces maisons bourgeoises étaient organisées avec une architecture de type romaine autour d'un patio central avec des galeries. Et autour de cette galerie se trouvaient des chambres, des grandes salles. Et si la maison était encore plus bourgeoise, il y avait une cour annexe autour de laquelle étaient installées les dépendances, cuisine, remise, hammam, latrine et autres. Sur le plan, pour ceux qui peuvent le voir, l'on voit ici une entrée
et puis une chicane nommée par la lettre C. Ceci concernait plutôt les maisons arabes, parce que les Arabes qui recevaient des personnes étrangères dans les maisons pouvaient les recevoir dans un vestibule accolé à l'entrée, mais ces étrangers n'avaient pas droit de jeter un regard sur l'intérieur même du foyer. Donc les maisons bourgeoises ou non, arabes, comportaient pratiquement toutes une chicane au sein de la médina. Les plus riches avaient au-dessus du patio, avaient une loggia, comme on le voit sur cette image. Alors, ces deux communautés juives de Tunisie, les Touansas et les Grana, étaient très solidaires entre elles. Mais qui dit solidarité ne veut pas dire beaucoup d'affinité, parce qu'il y avait d'énormes différences par rapport aux mœurs, par rapport à la culture. Les Grana avaient une culture de type occidental, les autres une culture de type oriental, et surtout les mœurs concernaient la place de la femme. La femme dans les pays arabes était moins considérée qu'en Occident, et donc elle n'héritait de rien. Et excusez-moi, c'est mon téléphone. Et à l'époque, certaines pouvaient pas subir la polygamie. Alors, dans ce contexte, en 1741, les deux grands rabbins, Abraham Tayeb Touansa et Isaac Lombroso Grana, signèrent un accord de séparation. Cette séparation concernait pratiquement l'ensemble de toutes les activités. Chacun conservait ses rabbins, ses écoles, ses synagogues, voire même un seul cimetière, son propre cimetière. Et on décréta que tout juif étranger parvenant d'une terre chrétienne était assimilé au Ghana. Et tout juif étranger provenant d'une terre musulmane devait être assimilé au Twanza. Sur l'image, pour ceux qui peuvent la voir, l'on voit la place Babsuka, qui est comme son nom, non, pas son nom. Si, son nom, Babsuka, Bab veut dire porte en arabe, et donc ce qui veut dire que cette place était limitrophe de la Médina, juste à la sortie de la Médina, et elle était très fréquentée par les juifs tunisiens. À l'arrière, on voit la mosquée Sidi Mahrez, et je le signale parce que Sidi Mahrez était un saint homme qui a permis justement aux Juifs de s'installer dans la Médina en l'an 1000. Alors, au XIXe siècle arriva une seconde vague de Juifs livournais, beaucoup plus nantis sur divers plans, aussi bien sur le plan culturel que sur le plan financier. Et donc, ils apportèrent une aide considérable. Et là, sur cette place que l'on voit sur la photo, sur cette place, ils édifièrent un hôpital israélite, et ils y soignaient gratuitement les démunis. Là, il s'agit de la place Rafawin, je ne sais plus si je l'ai dit, dans l'extension nord de la Médina. Nous en arrivons donc à ma propre famille. Commençons par la famille paternelle, qui, elle, n'a rien à voir avec Livourne. C'étaient des Castillans qui portaient le nom de Buenan, qui veut dire en espagnol bonne année. Et après les expulsions de 1492, ils migrèrent vers Tétouan en passant par le Portugal. Et sur l'image, on voit ici un pont romain de Marvao. Marvao est une petite cité pratiquement à la frontière entre le Portugal et l'Espagne. Et Loïka nous y a amenés. Et j'avoue qu'en traversant ce pont, je vécus un moment d'émotion car je me suis souvenu ou j'ai essayé d'imaginer la fuite de mes ancêtres de l'Espagne vers le Portugal. Ils ne restèrent pas au Portugal, ils atteignirent Tétouan vers 1500 et le nom en prit une consonance arabe, Bounan. Et puis cette famille, enfin une famille, migra vers Safed, probablement attirée par le patrimoine culturel religieux instauré par les kabbalistes, et le nom s'allégea en Bonan. Et un certain Itzhak Bonan arriva à Tunis en 1780 et donna sans doute naissance à toutes les branches des Bonans de Tunisie. Comme à Safed ou à Tunis, les Bonans créèrent une lignée de grands rabbins et de commerçants. Pour mon ascendance maternelle,
c'est plus compliqué. Une partie de la famille vient de Gibraltar, les Lévy, les Abouab, les Spinoza. Et si l'on remonte la lignée des Spinoza, on rencontre l'oncle du grand philosophe Baruch Spinoza d'Amsterdam. Les Bensasson, qui ont transmis le nom à mes aïeux, étaient des négociants qui avaient des antennes à Tunis. Et les Gutiérrez-Penn, je ne sais pas si on le voit parce qu'il y a des photos qui recouvrent un peu l'écran, les Gutiérrez-Penn étaient issus à Livourne, étaient issus d'une famille de Massali. Massali, c'est le pluriel de Massal, ce qui signifie dirigeant. Et tout ce monde migra donc en Tunisie au début du 19e siècle, peut-être vers 1830. Il faut juste signaler, on ne va pas passer en revue tous ces noms-là, on n'en a pas le temps. Il faut juste signaler, par exemple, que Moses Lévy et son beau-frère Angelo Gutiérrez Penn participèrent tous les deux à la commission qui contrôlait les finances du Bey. Parce que le Bey était très endetté auprès des puissances européennes, et donc chaque puissance européenne mandata quelqu'un dans cette commission. Moses Lévy représentait l'Angleterre, Angelo Gutiérrez Penn l'Italie, et la France mandata un autre Grana, qui était le général Valenzi, qui était naturalisé français. Je rajouterai encore quelques mots sur ces personnes, c'est-à-dire sur Giacomo Castelnuovo, qui est le demi-frère de mon trisaïeul Levi Benzasson. Et je le signale parce que c'était un médecin nommé baron par le roi de Piémont-Sardaigne, et il joua un rôle fondamental dans la liaison entre l'Italie et la Tunisie. Il légiféra pour que les migrants toscans puissent conserver leur nationalité italienne, puisque les premiers arrivants avant 1822 prenaient la nationalité tunisienne. Et puis surtout, il faudrait signaler que ce Giacomo Castelnuovo fit tout pour instaurer les écoles de l'Alliance universelle israélite, dans le but justement de sortir les juifs tunisiens de l'époque, qui n'avaient essentiellement qu'une culture religieuse, et il pensait que par la culture, il allait rapprocher les Touansa et les Ghana. Le reste de ma famille, Ben Sasson, que vous voyez là, étaient aussi des notables à Tunis. Une photo, juste pour égayer les choses, de ma famille. On voit ici Raphaël Bensasson, mon bisaïeul, avec sa fille Inès, qui fut ma grand-mère, et son mari, Umberto Bensasson, qui fut mon grand-père. Et à droite, mes deux parents, Tina et Carlo, Bonan, en 1942, le jour de leur mariage. Le protectorat de Tunisie fut installé en 1881 et dura jusqu'en 1954. Et il fut instauré au sein de l'Empire colonial français. L'Empire colonial français était immense. Le premier empire date du XVIe siècle et concernait surtout la Louisiane. Passons rapidement. Et puis le second, qui se développa à partir du XIXe siècle, concerna donc l'Afrique, les colonies asiatiques, l'Océanie, et même le Proche-Orient, puisque la France obtint des mandats au Liban et en Syrie. Mais concentrons-nous un peu plus sur l'Afrique. Le Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, fut donc colonisé, l'Algérie annexée, Maroc et Tunisie sous forme de protectorat, et puis l'Afrique noire, ici dans la partie non assurée, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas assuré, qui était en fond blanc, était contrôlé par la France. L'Afrique occidentale française, l'AOF, l'Afrique équatoriale française, AEF, Madagascar et autres. Donc le protectorat était une forme de colonisation. C'est-à-dire que c'était une colonisation sans les inconvénients, puisque le bey de Tunisie, c'est-à-dire le souverain tunisien, pouvait justement gérer le quotidien, ce qui dispensait la France de cette tâche. L'on voit ici la place principale de Bizerte, qui était la base navale qui contrôlait la Méditerranée, avec l'église, bien entendu. Donc le statut du protectorat conserva les caïdas. Les caïdas, c'était la région. La Tunisie, comme la France, était partagée en régions. Et chaque région était supervisée par un caïd qui gouvernait auprès du bey. Seulement, sous le protectorat,
Tout ceci fut conservé, mais les caïds n'avaient plus le pouvoir puisqu'ils étaient eux-mêmes contrôlés par un contrôleur français. Et le régent, le résident général français, c'est ainsi qu'on l'appelait, c'est-à-dire la personne qui dirigeait le pays, dirigeait tout. Dirigeait tout, et le bey n'avait qu'une petite autonomie pour gérer les efforts, les affaires courantes. On voit ici sur l'image la maison d'un caïd à Monastir. Pour assurer la sécurité, il fallait des implantations militaires. La base de Bizerte contrôlait toute la Méditerranée. Les casernes de Tunis surveillaient la capitale. Celles de Medjezelbab et d'Ain Ram, plus à l'intérieur des terres, contrôlaient donc la partie est et centrale. Et au sud, il y avait donc la compagnie des Spahis. Ces Spahis, c'était des cavaliers arabes qui contrôlaient, protégeaient les frontières sud sous commandement français. On les voit là sur la photo. Alors, qui dit colonisation ou protectorat, dit implantation. Car là, il y avait une politique de peuplement, contrairement à l'Afrique noire, où il n'y avait pas de peuplement, mais simplement une politique d'exploitation. Donc, la France fit tout pour faire parvenir une population métropolitaine en Tunisie. Elle réussit à faire venir 2200 colons qui cultivaient 10% des terres et produisaient globalement 30% des récoltes, grâce à la mécanisation et au savoir-faire. Ils pénétrèrent en profondeur, essentiellement la partie nord du pays. Alors, ils installèrent leurs fermes le long des oueds, des cours d'eau qui sont ici représentés en traits noirs continus, et la France installa donc des chemins de fer qui permirent le transport des productions, agricoles ou autres, vers les ports, essentiellement celui de Tunis. Alors, ce protectorat géra trois populations, la population musulmane, la population juive et la population chrétienne. Et il faut préciser que, les religions différenciaient le peuplement davantage que la nationalité. Et il y avait plus les Italiens et les Français étaient chrétiens. Donc le fait d'être chrétien importait plus qu'autre chose. Alors la population musulmane était constituée à l'époque du protectorat, avant le protectorat, ça a évolué après, donc avant le protectorat, était constitué de tribus arabo-berbères, arabes, berbères, et très diverses. Les unes étaient riches, les autres étaient pauvres. Certaines étaient nomades, d'autres sédentaires. Les richesses se mesuraient au nombre de têtes de bétail. Et pour les sédentaires, la richesse se mesurait à la surface des terrains cultivés. Mais le protectorat bouscula considérablement le nomadisme, puisque les nomades ne pouvaient plus s'installer n'importe où, puisque les colons étaient propriétaires de terres. Et donc, les nomades se sont sédentarisés autour des lieux d'emploi qu'offraient les Français. Sur l'image, l'on voit un dessin à l'encre de Chine, dessiné par le peintre Moses Lévy. C'est une bédouine, et Moses Lévy était le cousin de mon grand-père. Alors, cette population musulmane était éduquée par les écoles coraniques, l'équivalent de nos Talmud Torah, et la majorité des personnes suivaient donc ces écoles d'une façon basique, c'est-à-dire l'équivalent d'une école primaire. Et une minorité s'inscrivait dans les méderzas, qui étaient organisées pratiquement dans les locaux des mosquées. On voit ici la grande mosquée de Kérouan et à droite la mosquée Zitouna de Tunis. Et dans ces méderzas, on apprenait non seulement la religion, mais aussi un apprentissage linguistique approfondi, la langue arabe. Mais le protectorat instaura les écoles françaises, et en particulier des écoles franco-arabes bilingues pour les musulmans. Et les meilleurs élèves de ces écoles primaires pouvaient avoir accès à des écoles bilingues secondaires, comme le lycée Sadiki ou le lycée, j'ai oublié, voilà, et, ou aux écoles françaises elles-mêmes. Alors, la population juive. Pareil, la population juive est donc éduquée massivement par les écoles talmudiques, mais ces écoles talmudiques reposaient donc sur l'apprentissage du Talmud et du Torah et de la Torah,
de façon essentiellement orale. Avec l'arrivée des Granats, il y avait des écoles italiennes, et ces écoles italiennes étaient suivies au début par une minorité, puisque tout le monde suivait les écoles talmudiques. Puis furent installées les écoles de l'AIU, c'est-à-dire l'Alliance israélite universelle, comme je l'ai dit par un de mes ancêtres, alors que beaucoup de gens pensent que les écoles de l'Alliance étaient installées par la France, puisqu'on y parlait français. Et puis à côté de tout cela, il y avait des écoles françaises qui ont permis aux Juifs tunisiens d'effectuer un bond considérable, puisqu'ils sont sortis de l'obscurité de la Médina à la lumière de la modernité en un temps relativement court. L'image que vous voyez à côté est celle d'un rabbin dessiné par Moses Lévy. Alors, cette population juive hésitait entre le progrès et la tradition. Le progrès passait par l'acculturation, c'est-à-dire l'école française, voire même la naturalisation française, alors que la tradition, elle, se méfiait justement de l'école française et ne voulait conserver que- qu'une école religieuse. Et cette population juive tunisienne était ainsi séparée en gros deux. Il y avait à peu près la moitié qui était pour conserver toutes les traditions et l'autre pour l'acculturation. Elles étaient soutenues par des journaux, le journal La Justice pour le progrès et le journal L'Égalité pour la tradition. Les champions de la tradition étaient les Djerbiens, et ici on voit à gauche la synagogue de la Gaïba. Les Djerbiens refusaient même l'école de l'Alliance israélite universelle, mais ils donnèrent beaucoup de rabbins à la Tunisie. Après l'affaire Dreyfus, grâce à beaucoup de mouvements tels que la Chomera de Saïr, les Juifs tunisiens s'intéressèrent au sionisme et la moitié d'entre eux en étaient vraiment convaincus. De leur côté, les Granats acquirent une double culture, la culture française et la culture italienne, et fréquentaient les loges francs-maçonnes. On voit ici sur la gauche une photo, non, sur la droite, pardon, une photo avec à gauche mon grand-père. Nous en arrivons à la population chrétienne. La population chrétienne, toujours juste avant le protectorat, était essentiellement concernée par des Maltais. Il y avait en 1850 aux environs 7000 Maltais, 4000 Italiens, 250 Grecs, 250 Français. Et en 1881, c'est-à-dire au moment où la France instaura le protectorat, il y avait 10 000 Italiens pour 1000 Français. Puis arrivèrent en masse, au début de 1900, des années 1900, des Siciliens, qui fournirent une main-d'œuvre qualifiée par excellence. Mais donc les Français minoritaires essayèrent de gonfler leur population, mais ne réussirent pas à faire venir des métropolitains. Ainsi, en 1923, ils légiférèrent par la loi Morino. La loi Morino décréta que tout enfant né sous le protectorat français de parents européens était français. Donc, toute cette population européenne était donc instruite sous le protectorat avec des écoles italiennes qui perdurèrent jusqu'en 1943 et surtout des écoles françaises religieuses et laïques. Les premières écoles françaises étaient laïques. Excusez-moi, les premières françaises étaient religieuses. Et on voit à droite l'église Saint-Jean d'Arc qui s'ouvre sur la place de Memnon. Alors, les premiers colons, les premiers Français qui arrivèrent au début donc, du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, étaient souvent anti-dreyfusards. Et donc, ils exerçaient un racisme, un antisémitisme assez important, bien qu'il n'était absolument pas généralisé. Le péril juif considérait à dénigrer les juifs, à considérer qu'ils ne devaient pas sortir de leur ghetto et qu'il ne fallait pas leur apporter une instruction car par cette instruction, ils pouvaient dominer les Européens. Le péril italien, on l'a dit, d'effectifs, une différence d'effectifs, et de plus, la crainte
que les Italiens aient un regard sur la Tunisie de type colonial, c'est-à-dire tentent de remplacer la France. Et enfin, une critique des Arabes que les colons en particulier considéraient comme fainéants. Mais il, il- il y avait là une contradiction, parce qu'on ne peut pas à la fois critiquer tout ce monde-là, comme on vient de le dire, et ensuite prétendre vouloir les civiliser. Alors à gauche, vous avez un fidèle de la synagogue de Djerba, et à droite, la mosquée du Barbier à Kérouan. Mais il faut absolument relativiser ce racisme, car il n'était pas du tout généralisé. Alors, il n'était pas généralisé grâce aux lois républicaines. Les dirigeants appliquaient les lois républicaines, et il faut faire ici l'éloge des lois républicaines. Moi, je place très haut la République par rapport à ses concitoyens. D'autre part, la gauche, les francs-maçons, les honnêtes gens, eux, défendaient les sémites musulmans et surtout juifs, en ce qui nous concerne. Et enfin, après la guerre, la cohabitation fut beaucoup plus pacifique, puisque les fascistes furent expulsés et les antisémites et l'antisémitisme étouffé. Décrivons rapidement la ville nouvelle judéo-chrétienne. Alors, nous avons vu la Médina tout à l'heure, et donc on voit ici la Médina en rouge, et puis trois secteurs. Commençons par le secteur jaune. Il faut dire que les Occidentaux, dont les Granats, qui vivaient dans un secteur franc au voisinage d'une porte appelée Bab el-Brach, que les Français appelaient Porte de France, ces Occidentaux, dont des Granats, sortirent de la Médina et construire les premiers îlots de la ville moderne, ici dans le côté, dans l'ovale orange, orange ou jaune. Et puis, la ville s'étira vers l'est, c'est-à-dire vers la mer ou le lac. Puis, elle s'étira vers le nord, et en s'étirant vers le nord, dès que les premiers immeubles sortaient, les Juifs tunisiens de la Hara, c'est-à-dire de la Médina, sortirent et s'installèrent dans des quartiers qui sont ici en bleu, des quartiers que j'ai qualifiés d'intermédiaires. Et dans ces quartiers intermédiaires, il n'y avait pas que des Juifs, puisque dans le rond bleu, qui est ici à gauche en haut, c'est le quartier de Franceville qui était habité par des Français. Et enfin, plus au nord, les quartiers résidentiels qui, eux, pouvaient acquérir toute forme de population. La même chose en image, ici vous avez la porte de France, Bab el-Brach, avec le premier tramway qui faisait le tour de la Médina à la place des remparts. Derrière cette porte de France, les Français avaient élevé la statue du cardinal Lavigerie, et les musulmans considéraient cela comme une provocation, elle était installée juste à l'entrée de la Médina, derrière la porte de France. À partir de cette porte de France, donc on va vers l'est, et donc l'avenue de France aboutissait à l'avenue Jules Ferry, que l'on voit sur l'image de droite, ici vue d'en haut. Et c'était l'avenue principale, c'était l'artère est-ouest de la ville, une avenue avec une double voie et une allée centrale très agréable, très fréquentée par toutes les ethnies. Et cette avenue Jules Ferry débouchait sur le port que l'on voit ici, là où il y a ma flèche, ici. Et ce port de Tunis était relié au port de mer de la Goulette par un canal. Ce canal était bordé par une digue qui portait une route goudronnée et le chemin de fer. Dans les quartiers intermédiaires, la place que vous voyez là, qui était nommée la place du passage, était un nœud névralgique puisqu'il reliait les divers quartiers de la ville de Tunis. On voit ici l'avenue de Paris, qui était l'artère sud-nord du pays, qui dynamisait tous les quartiers qu'on avait vus tout à l'heure, intermédiaires jusqu'au résidentiel. La dynamisait telle une colonne vertébrale. Et l'avenue Roustan à droite, ici, qui allait vers le centre-ville, et qui longeait un cimetière juif et le lycée Carnot, qui était l'emblème de la culture en Tunisie. Le cimetière juif fut remplacé après l'indépendance vers 1957-58
par un parc, le jardin Habib Talmer. Et hélas, les ossements furent conservés. Et donc les plantations ont recouvert ces ossements à la place des stèles. Sur cette image, l'on voit Bab el-Khadra, la porte verte, qui servait de transition entre le quartier musulman de Al-Fawin, qui était l'extension de la Médina, et les quartiers intermédiaires judéo-chrétiens. Dans ces quartiers intermédiaires, dans celui que l'on appelait Lafayette, quartier Lafayette, l'architecte Victor Valens, en 1938, a bâti cette grande synagogue, qui est en fait un cube surmonté d'un dôme, et on y garde beaucoup de souvenirs. Je m'y suis même marié. Cette synagogue relia donc les Touansas et les Grana, car leur séparation n'avait plus lieu d'être sous le protectorat, même si dans les esprits, il restait encore des différences. Enfin, une image pour donner une idée d'un quartier résidentiel. Ici, le quartier Jeanne d'Arc, avec sa place et ses 48 palmiers. De mon temps, il n'y avait pas de gazon ni de plantation. Les palmiers ombrageaient simplement une terre battue, que je considérais comme le prolongement de notre jardin, puisque j'ai grandi dans la maison que l'on voit, la villa que l'on voit ici sur l'image de droite, qui avait été achetée par mes grands-parents vers 1935. Plus au nord, un village nommé Bossite fut créé en 1932 pour permettre à des juifs démunis qui vivaient dans les environs de la Hara ou à ses portes de pouvoir accéder à des habitations modernes et bon marché. Et ce lieu devint une résidence très prisée après la guerre. Mes beaux-parents y vécurent pratiquement toute leur vie et ma femme Danielle y grandit dans la maison que vous voyez là. À droite, la petite synagogue de ce village. Mais Tunis était inséparable de son bord de mer. Tunis s'étalait ici entre deux lacs, le lac Baïra et le lac Sedjoumi, et deux trains, celui nord et celui sud, permettaient d'accéder aux stations balnéaires. Celui au sud atteignait en particulier Saint-Germain, qui était habité par des Français, les Français que nous appelions Français de France, et qui habitaient les bords de mer d'une façon pérenne. Alors que le train nord, appelé TGM, c'est-à-dire Tunis, Goulette, Marsa, desservait ces stations balnéaires. Et les Juifs, même modestes, allaient souvent en villégiature dans ces bords de mer. Alors, on organisait un déménagement énorme pour aller à 10 km de notre domicile. On voit ici la plage de la Goulette. Les Siciliens habitaient la Goulette neuve et les Juifs Touansas habitaient plutôt la Goulette. Excusez-moi, les Siciliens étaient la Goulette vieille et les Juifs Touansas la Goulette neuve ou Goulette Casino. On voit ici le casino sur l'image. Les Juifs Grana fréquentaient la plage du Kram. Kram vient peut-être du mot figue en arabe. Enfin, Carthage, fondée par des Phéniciens et des Judéens qui arrivèrent dans l'Antiquité vers le deuxième, après la destruction du premier temple. Et on voit ici les ruines romaines, puisque les Romains ont remplacé les Carthaginois après la guerre punique du IIe siècle avant Jésus-Christ. En arrière-plan, la petite colline que l'on voit est une petite montagne à deux sommets et qui se nommait Boucornine. Elle était l'emblème du golfe de Tunis. Le train TGM, Tunis-Goulette-Marsa, comme on l'a dit, desservait toutes ces plages. On le voit ici devant de belles villas de Carthage à Milcar, Milcar étant un quartier de Carthage. Et à droite, on a une vue d'ensemble des thermes d'Antonin. Les thermes d'Antonin étaient alimentés en eau par un aqueduc de 70 km qui venait de Gazouan. Ici, nous sommes à Sidi Bou Saïd. Sidi Bou Saïd, qui était un petit village perché sur une colline, bien sûr au bord de l'eau, et qui était essentiellement habité par des aristocrates arabes, musulmans.
Et l'on voit là le Café des Nattes, où on goûtait du thé à l'amande et où on écoutait des concerts de Malouf, c'est-à-dire une musique arabo-andalouse. J'ai un souvenir ému du marchand de beignets, où on dégustait des bomboloni, qui étaient des beignets ronds. Ici, il s'agit du Saf-Saf, c'est-à-dire un café-restaurant qui appartenait à la commune de la Marsa. L'on y voit son puits et on a tous des souvenirs de ce restaurant qui servait une cuisine simple mais savoureuse, des sandwichs tunisiens, des briques, des grillades. Voilà, voilà. Ici, on voit le Kérouan qui nous rapatria vers Marseille et il ramena aussi des troupes françaises et des milliers de Français depuis le Maghreb vers la France. Donc 50 000 Juifs de Tunisie migrèrent en Israël. Ils partirent en trois vagues, en gros. En 1948, avec la création de l'État d'Israël. En 1956, avec l'indépendance de la Tunisie. Et en 1967, après les guerres israélo-arabes. Et l'autre moitié des Juifs de Tunisie, les 50 000 autres, migrèrent vers la France, entre 1954 et 1964 essentiellement. Je fis partie de cela. L'Empire français se termina avec la guerre d'Algérie en 1962. Contrairement à l'Afrique noire, où il n'y a pas eu de départ, au Maghreb, il y a eu un départ massif, une fuite des Juifs et des chrétiens. En Afrique noire, les coopérants arrivèrent en masse après les indépendances. C'est ainsi que je fus enseignant coopérant en Côte d'Ivoire, alors que depuis le Maghreb et des autres, dans le monde arabe en général, les Juifs et les chrétiens fuyaient. Globalement, 800 000 partirent de ce monde-là. Ils y laissèrent 100 000 morts, pardon, 1000 morts et 100 milliards de dollars actuels d'après Israël. 10 millions de chrétiens partirent de la même façon et subirent 1,5 million de pertes, surtout à cause des génocides et des pogroms. En conclusion, on pourrait dire que le monde arabe a ainsi perdu sa diversité qui contribuait à sa richesse sur tous les plans. Sur ce tableau, rapidement, on peut avoir une idée des chiffres et des départs. En Tunisie, 100 000 personnes vers la France et Israël. L'Algérie, 130 000 vers la France, puisque les Juifs algériens étaient tous français. Du Maroc, 250 000 vers Israël, la France et le Canada. Et ainsi de suite, de Libye, d'Égypte, de Syrie jusqu'en Irak, où les personnes se sont donc réparties surtout vers l'Israël, l'Europe ou les USA. Voilà, je crois avoir terminé.